On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va bien plaire aux triathlètes, les roues en triathlon. Comment bien les choisir? Quels sont les critères de choix les plus importants? Est-ce qu'on choisit du carbone nécessairement ou est-ce qu'on peut partir sur l'alu? Quelle hauteur de jante on choisit selon son profil, ses objectifs et quel budget on doit mettre pour avoir une bonne paire de roues? À la fin de cette vidéo, normalement, vous aurez tous les critères pour choisir correctement votre prochaine paire, une paire adaptée à votre pratique du triathlon, mais aussi à vos prochaines épreuves. Et pour ça, j'ai la chance de travailler avec Hugo. Comment ça va, Hugo? Très bien, Charlie, et toi? Ouais, ça va. Tu es prêt à traiter ce sujet-là, toi qui es un spécialiste du vélo? Ouais, carrément. Alors, pour me présenter vite fait, je suis avec Charlie sur le projet OpenTree depuis 2018 maintenant, avec toujours pour l'objectif de créer la première plateforme d'entraînement pour les triathlètes. Et moi, si je suis passionné par l'entraînement, je suis aussi passionné par le matériel et notamment tout ce qui va être en lien avec le vélo. Je pratique beaucoup le vélo, je roule beaucoup. Et donc, j'ai à cœur aujourd'hui de vous partager mes meilleures astuces et insights autour du sujet, comment bien choisir ses roues. Trop bien, allez, c'est parti tout de suite. Juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, OpenTree, c'est comme le disait Hugo, la première plateforme d'entraînement dédiée aux triathlètes. Vous pouvez aller découvrir juste en dessous, en description, l'appli. On sera ravis de vous accueillir pendant 7 jours pour tester l'appli gratuitement. Et si vous êtes un triathlète et que vous voulez recevoir nos conseils, nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sous la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, donc, on va parler des roues en triathlon. Peut-être premier sujet, première question, pourquoi c'est important des roues sur un vélo? Bah, on a toujours souvent tendance à mettre l'argent, le budget dans un vélo complet sans trop se fixer sur les roues. Et pourtant, les roues vont faire partie des points qui vont être en contact direct avec le sol. Et c'est une masse qui va être en inertie, qui va vraiment avoir un point de contact direct avec le sol et qui est donc primordial. Il faut qu'elle soit optimisée le mieux possible, cet accessoire, cet équipement. Donc, même si ça peut paraître un peu étonnant de prime abord, mettre du budget, mettre un certain prix dans des roues, c'est pas du tout déconnant proportionnellement au cadre ou à une transmission. OK. C'est même la pièce que l'on conseillerait d'upgrader, d'améliorer en priorité sur son vélo, si la paire qu'on a d'origine n'est pas du moyen de gamme ou du haut de gamme. OK. Peut-être par rapport à tous les éléments qu'on trouve sur un vélo, toutes les pièces, de ce que je comprends là, les roues, c'est vraiment dans la top priorité de ce qui va changer le comportement, la performance d'un vélo? C'est ça. Je ne vais pas aujourd'hui vous sortir des chiffres en fonction des études qui vont vous dire ça va vous faire gagner tant de watts, ça correspond à tant de pourcentage sur le roulement, etc. Mais oui, c'est vraiment la pièce en lien avec le cadre, mais qui va pouvoir transformer votre expérience. Une bonne paire de roues, ça peut radicalement changer le comportement d'un cadre. Un cadre trop rigide peut être un peu plus confortable grâce à une paire qui sera justement un peu plus confortable. Un cadre qui manquerait un peu de rigidité, on peut le rendre plus rigide avec une paire de roues très rigide, etc., etc. Un bon vélo peut être plombé par une mauvaise paire de roues trop lourde, trop inerte. Donc, c'est vraiment le périphérique qui peut améliorer nos sensations sur un vélo, très clairement. OK. Puisqu'on parle à notre audience de triathlètes, il y a aussi le critère de l'aérodynamisme pour ceux qui vont plutôt rouler sur du plat. De manière aussi assez récurrente, le poids des roues pour ceux qui vont faire des épreuves en montagne. Là-dessus, on comprend vite que oui, ça peut vite jouer, ces 2 éléments-là, ces 2 critères-là, dans le choix de son combo vélo-roue, un cadre-roue. C'est ça, exactement. Si on a un cadre très aéro et qu'on souhaite peut-être le rendre un peu plus polyvalent pour aller faire des épreuves, par exemple en montagne, on peut peut-être opter pour une paire de roues avec une jante un peu plus basse. A contrario, si on a un cadre plutôt orienté montagne, léger, light, et bien si on lui met une paire de roues un peu plus haute, ça comblera pour des parcours plus roulants, plus plats. On y OK, reviendra un peu plus tard tout à l'heure sur le ratio poids-hauteur de jante aérodynamique. OK. Peut-être le premier truc qu'on entend, le premier critère de choix qui nous vient quand on doit se poser sur le choix d'une roue, c'est le matériau, C'est ça. aluminium versus carbone. Alors aujourd'hui, la mode ou en tout cas, la performance va vraiment vers les modèles carbone. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est obligatoire? Pour quel profil? Et en gros, est-ce que tu peux nous présenter un peu, ce qu'on va trouver dans la catégorie des roues en alu et des roues en carbone? Voilà. Donc, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on va retrouver principalement deux typologies de matériaux, les roues en aluminium, en alliage et en carbone. On a tendance à dire que le Graal, c'est les roues carbone. C'est vrai. Sur du très haut de gamme, les roues carbone auront l'avantage sur des modèles en aluminium. Mais attention, en fonction de votre budget, il pourrait être intéressant de peut-être plutôt vous orienter vers des roues quand même en aluminium qu'en carbone, pour plusieurs raisons. C'est comme tout, il existe du carbone lourd, un peu pâteau,
pas très optimisé, pas très haut de gamme. Et à contrario, il va exister de l'aluminium très bien usiné, très haut de gamme, relativement léger. Et donc, en fonction de votre budget, ça pourrait être plutôt intéressant d'upgrader votre paire de roues actuelle avec une paire haut de gamme en alu plutôt qu'une paire entrée de gamme en carbone. Ça, Ok. c'est hyper intéressant et hyper important à comprendre. Mieux vaut une bonne paire en alu qu'une mauvaise paire en carbone. Voilà, c'est ça. Ensuite, souvent, ce qui va nous limiter sur les paires en aluminium, ça va plutôt être le profil de la jante, donc la hauteur de jante, puisque l'aluminium, vu que c'est quand même plus lourd que du carbone régulièrement, plus on va augmenter le profil de la jante, plus la roue sera lourde. C'est pour ça qu'on trouve rarement des roues en aluminium qui dépassent les 30 ou 35 mm de hauteur de jante. Ok. Peut-être par rapport à ce critère de choix là sur le matériau, ça va dépendre aussi, j'imagine, des budgets. Prenons le cas d'un athlète qui débute, qui se retrouve avec une première paire de roues, alors soit achetée, soit dont il hérite parce qu'il a acheté son premier vélo. Si je suis débutant et que je veux terminer mes premiers triathlons, est-ce qu'une bonne paire de roues alu, ça suffit? En fait, on va distinguer là encore deux choses. On peut dire par bonne paire le côté performance, mais aussi le côté fiabilité. Et ce qu'on va repérer, c'est que sur beaucoup de vélos d'entrée de gamme, alors malheureusement aujourd'hui, l'entrée de gamme, ça peut aller jusqu'à des vélos jusqu'à 2 000 – 3 000 euros, qui peuvent avoir des roues très entrée de gamme. Et bien parfois, on peut avoir des roues un peu no-name ou brandées au nom de la marque, mais pas des roues issues de grandes marques comme DT Swiss, Mavic, Fulcrum. Et donc des roues qui seront déjà un peu lourdes, pâteaux. Donc ça encore, c'est pas, voilà, ça pourra s'améliorer par la suite, mais des fois qui peuvent s'avérer peu fiables. C'est-à-dire, on y reviendra après, mais qui peuvent avoir un montage tubeless assez aléatoire avec une mauvaise étanchéité, un moyeu qui peut être d'une qualité moyenne, voire médiocre, des rayons pas très bien tendus, etc. Et donc, le premier avantage de changer, de faire évoluer sa paire de roues peut tout simplement être le fait de passer sur une paire plus fiable Ok. avant même de viser une paire avec un meilleur rendement. En termes de budget, si vous souhaitez juste déjà gagner en fiabilité, une paire entre 300 et 500 euros restera en aluminium, mais pourra vous faire déjà gagner en fiabilité. Ok. Dans ces cas-là, je vous conseille plutôt d'opter pour une paire issue d'une grande marque, voilà, du DT Swiss, du Fulcrum, du Mavic pour ne citer qu'elle, mais au moins pourquoi? Puisque c'est des modèles qui sont beaucoup vendus, donc avec beaucoup de retours utilisateurs, des modèles quand même relativement fiables, qui peuvent équiper déjà des vélos en première monte, mais qui, sur le long terme, vont vous faire bénéficier d'une garantie, d'un certain SAV, et normalement, les risques seront limités. Ok. Ensuite, si votre budget est plutôt entre 600 et 1000 euros, ce qui est déjà un beau budget, mais pour des roues, c'est quasiment le minimum aujourd'hui si on veut voir une différence de rendement. Là, on arrive un peu dans la catégorie entre deux. C'est-à-dire qu'à 800-900 euros, vous allez avoir des roues très haut de gamme en aluminium et vous allez vous dire ah, c'est frustrant de mettre ce prix-là alors que pour le même prix, je peux avoir une paire carbone. Ouais. Tout dépend de votre objectif. Si vous voulez quand même une paire très dynamique, très rigide, avec un poids contenu, l'aluminium peut être une super référence, même dans cet ordre de grandeur de prix, puisque vous allez avoir de l'aluminium haut de gamme, bien usiné, relativement léger, avec des paires qui peuvent aller à 1500, 1600 grammes, ce qui reste correct pour une paire en aluminium. Par contre, comme on l'a dit plus tôt, la hauteur de jante, elle sera relativement faible. Et à contrario, dans l'autre spectre, vous aurez des premiers modèles en carbone qui vont débuter. Je pense à des Zip 303S, à des roues de certains monteurs français, peut-être même des roues asiatiques si vous souhaitez aller sur ce créneau-là. Il peut y avoir de bonnes affaires, mais bien souvent, vous aurez un carbone un peu plus lourd, une fibre un peu moins travaillée. Et donc, oui, vous aurez des roues carbone, ça fera joli sur votre vélo, mais est-ce que le rendement sera amélioré? C'est pas gagné. Donc, c'est sur cette enveloppe budgétaire, on va dire, qu'il y a un peu de flou entre le choix de l'alu ou du carbone. C'est ça, exactement. Ok. Et c'est là que peut être intéressant, peut-être, si c'est votre budget et que vous souhaitez vraiment des carbones, de vous orienter peut-être vers le marché de l'occasion pour avoir pour 800 euros une paire qu'on valait peut-être 1500, 1600 neuve et qui, du coup, peut être intéressant en carbone. Ok. Peut-être on peut en parler de ça, du marché de l'occasion. Des roues, ça peut s'acheter d'occasion. C'est quoi les critères sur lesquels il va falloir faire attention quand on va choisir des roues d'occasion? Il y a 7-8 ans, je vous l'aurais un petit peu déconseillé parce que tous les vélos étaient équipés en patin ou presque. Et autant sur une roue alu, on peut facilement voir si la bande de freinage patin est abîmée, usinée. Sur une roue carbone, ça peut être un peu plus compliqué à voir. Et il faut se rendre compte qu'à l'époque du patin, la roue était vraiment inconsommable. C'est-à-dire quand on avait usiné, quand on avait travaillé la bande de freinage, la roue était bonne pour la déchetterie. Aujourd'hui, avec les roues à disque, la roue va s'user, va travailler, mais va quand même s'abîmer moins vite qu'une paire à patins.
Et donc, dans ce cas-là, un achat d'occasion peut être intéressant. Comme pour tout achat d'occasion, il y a des risques, il y a une asymétrie d'information entre l'acheteur et le vendeur. Donc, il faut quand même vous assurer que la roue esthétiquement déjà est en bon état. Si c'est du carbone, logiquement, une fissure peut se voir, mais je vous conseille d'inspecter chaque tête de rayon, voire même peut-être si la roue n'a pas de pneus, de regarder l'intérieur, si le fond de jante est propre, etc., s'il n'y a pas eu un peu de bricolage. Car c'est quand même une roue, c'est quand même un équipement de sécurité, c'est un point de contact avec le sol. Donc, ça serait dommage d'acheter une roue fissurée. Ok. Très bien pour cette petite parenthèse sur l'occasion. Pour finir sur cet aluminium versus carbone, moi, il y a une situation qui me revient souvent, c'est des athlètes qui ont acheté leur premier vélo tout équipé, souvent avec des roues alu ou des roues carbone plutôt d'entrée de gamme, et qui se disent assez naturellement, moi je veux upgrader mon vélo, j'ai déjà mis des prolongateurs, je sais que je ne vais pas changer le cadre, j'aimerais bien une paire de roues un peu meilleure. Passer sur une roue carbone, est-ce que ça peut devenir la roue qu'on va utiliser toute l'année ou est-ce qu'on se dit dans cette situation plutôt, ça va être ma deuxième paire de roues, celle que je vais sortir au beau jour et pour les compètes? Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, on revient un petit peu à l'époque du patin où la roue était un consommable. On avait l'habitude un peu de sortir les belles roues pour le dimanche. Pour, le jour du mariage, le jour des compétitions, on sortait notre belle roue, notre belle paire de roues. Et le reste de l'année, pendant l'entraînement, on avait notre paire alu. On appelait ça des roues tempêtes. Notre paire de roues qui servait tous les jours. Il y avait aussi du coup un petit peu cet effet que quand on rechaussait les roues carbone, on avait tout de suite, waouh, on a un nouveau vélo. Ouais. Aujourd'hui, franchement, si on se fait plaisir qu'on achète une belle paire de roues, c'est dommage de s'en priver à l'entraînement. Et si vous ne roulez pas comme un sagouin dans des conditions dantesques à l'entraînement, il n'y a pas de raison qu'une roue carbone s'abîme plus vite qu'une roue alu. Donc franchement, faites-vous plaisir, roulez avec le matériel qui vous plaît. La seule chose qui peut être intéressante de changer de roue, c'est si par exemple vous achetez une lenticulaire, donc une roue dite pleine, c'est une roue qui sera difficile à amener pour toutes nos séances à l'entraînement. Pareil, si votre profil est vraiment très haut en termes de jantes, ça pourra plutôt être un handicap qu'un avantage sur certaines séances. Ouais. Mais si vous avez une roue carbone polyvalente, dans ce cas-là, profitez-en et utilisez-la tout le temps. Ok. Justement, en parlant de polyvalence, il y a un truc qui va venir vite en jeu, c'est la hauteur de jante, le profil de jante. Donc, on va sur les plus petites, 18-20 mm sur les plus petites roues. Oui, globalement, c'est ça. Jusqu'à la roue pleine. Jusqu'à la roue pleine. Globalement, comment est-ce que je choisis ma hauteur de jante, hormis le style que ça va apporter à mon vélo? Alors, longtemps, on a cru que roue haute, donc avec plus de jantes, égale plus rigide, plus difficile à emmener et attention sous conditions venteuses. Il y a beaucoup de vrai, mais comme dans plein de domaines, il faut nuancer. C'est-à-dire que selon comment la jante va être travaillée, selon la largeur interne de la jante, parfois une jante avec un profil de 60 mm sera plus facile à emmener et moins dangereuse que certaines roues moins travaillées de 40 mm. Okay. Donc ça va dépendre des références sur le marché, etc. Mais attention, la hauteur de jante ne veut pas non plus tout dire. Par contre, là où ça veut dire beaucoup de choses, c'est en termes d'aéro. Donc récemment, il y a des études qui sont sorties, qui ont un peu contrebalancé ça, c'est-à-dire qu'on avait qu'on pouvait observer des gains aéro jusqu'à une certaine hauteur, qu'à un moment, c'était plus linéaire. Et donc, on voit un peu moins dans les parcs à vélo des roues de 60, 80, c'est vrai qu'on en voit un peu moins. On voit soit le combo roue pleine à l'avant, roue de 60 roue pleine à l'arrière, pardon, roue de 60 à l'avant, ou deux roues de 60, deux roues de 50. Là-dessus, il n'y a pas de vérité. Je pense qu'il faut vraiment tester le modèle qui vous convient, voir vos sensations. Ça va dépendre du poids du pilote, du poids du vélo, de votre style de conduite, de votre terrain de jeu. Si vous habitez toute l'année en montagne, mais que votre triathlon est sur un terrain roulant, même si votre triathlon de jour J est sur un terrain roulant, c'est dommage toute l'année de subir vos roues parce qu'elles sont trop hautes ou alors de ne pas oser rouler avec parce qu'elles sont trop hautes. Donc, faites surtout en fonction de votre terrain de jeu. Ouais. Et oui, une roue plus basse appellera régulièrement à plus de polyvalence. Donc, sur une roue carbone, on sera entre 30 et 40 mm pour une roue qu'on va appeler relativement basse. Entre 40 et 50, on est plutôt sur un profil polyvalent. Et au-dessus de 50, là, on commence à être sur des roues à haut profil. Donc là, vraiment destiné à l'aérodynamisme. Okay. Ensuite, ça va bien sûr aussi dépendre de votre vélo. Déjà, vélo de route ou vélo de triathlon. C'est sûr que des routes 80 sur un vélo de route, c'est moins courant. Esthétiquement, on en voit moins, même si rien ne vous empêche le jour J de le faire, mais on le voit moins. Et à contrario, des routes très basses de 30 mm sur un vélo de triathlon, on perd un peu l'efficience du câble. Ça, c'est clair. Okay. Si je devais choisir une paire polyvalente, donc d'après ce que je comprends, une paire de 35 à 50, c'est ça.
Du coup, je serais uniquement sur du carbone sur ce genre de profil. Oui, à 35, on peut encore trouver de l'aluminium. Ouais. Mais bon, qui dit un haut profil en aluminium dit un peu plus de poids. Ok. Donc régulièrement aujourd'hui, surtout avec les roues à disque, qui dit profil dit carbone. Ok, très bien. Si je veux par contre faire un triathlon en montagne où le poids va importer, je vais plutôt me retrouver dans la fourchette basse. Ouais, globalement, alors ça va dépendre aussi de votre style de conduite. Si vous êtes un cycliste qui pédale en cadence, qui pédale en force, il y a des cyclistes qui arrivent. Je crois que c'était Léon Chevalier qui avait fait de l'Alpe d'Huez avec une roue pleine, le triathlon de l'Alpe d'Huez Ouais. avec une roue pleine. Donc ça va vraiment dépendre de votre style de pilotage. Tout est possible avec n'importe quel type de roue. C'est vraiment vous aussi de trouver le profil qui vous correspond. Si vous êtes un cycliste plutôt fin, avec un poids contenu, bon, bah, une paire entre 35 et 50 mm sera plus facile à emmener, notamment par fortes conditions venteuses. C'est aussi un critère à prendre en compte. Ouais. Le vent est vraiment important et va avoir un impact en fonction du profil de la jante certain. Le vent latéral va être intéressant dessus. Ok. Peut-être là-dessus, sur la hauteur de jante, souvent la question quand on arrive dans le parc à vélo, ou plutôt la remarque, c'est tiens, je vois plein de roues lenticulaires. Une roue lenticulaire en triathlon, ça a du sens? Oui. Est-ce qu'on peut donner des repères de vitesse, de watts, de profil, de compétition pour savoir quand passer à la roue lenticulaire et voire même si c'est une étape obligée, vu ce que tu disais sur la qualité des roues qui peuvent être de profil un peu plus bas désormais? Ouais. Alors, c'est sûr que la roue lenticulaire est un peu considérée comme le Graal. Aujourd'hui, on voit même des athlètes qui ont une roue pleine à l'avant, une roue pleine à l'arrière. Ouais, on l'a Ça reste vu encore assez rare, mais au JO c'est ça. de Donc, Paris. donc là, la prise de vent est maximale, mais bon, le rendement est intéressant. En fait, ce qu'il faut comprendre avec une roue pleine, c'est que quand on va avoir le vent de dos ou trois quarts d'eau, ça va vraiment faire un effet voile sur le vélo. Mmh. Il faut prendre ça comme une voile qui va pas se gonfler, mais vraiment le vent va venir sur cette voile et là, les gains aéros vont être intéressants. Je ne peux pas vous les dire parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ça va vous rapporter tant de watts, c'est à corréler par rapport à tous vos autres équipements. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant, ça c'est sûr. Il va y avoir à prendre en compte la masse supplémentaire que la Mmh. roue pleine va apporter, Ouais. puisque une roue lenticulaire, généralement, c'est entre 1 et 1,5 kg juste la roue arrière, donc c'est quand même déjà un certain poids. Mais c'est indéniable qu'à 35-40 km/h, c'est une roue qui sera bénéfique. Si par contre, vous êtes un cycliste, on va dire, avec un niveau relativement moyen, où vous comptez boucler votre N ou 70.3 entre 30 et 35 de moyenne, je ne vous recommande pas spécialement la roue pleine, au vu de l'investissement déjà, et au vu des gains que ça vous apportera sur le chrono final. Ok. Peut-être petite parenthèse sur un sujet que tu évoquais là, l'inertie des roues. Est-ce vrai de ce cliché où plus la roue va avoir une hauteur de jante importante, plus elle va être difficile à emmener? C'est un truc qu'on entend souvent. C'est quelque chose qu'on entend souvent, ça fait partie des vérités qui sont vraies, mais à contrebalancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, avec les nombreuses paires de roues que j'ai roulées, je me suis aperçu des fois que des roues en 60 étaient tellement bien travaillées par rapport à la largeur interne, la largeur externe, les rayons, etc., que je ne les subissais pas plus qu'une roue de 50 qui était un peu moins bien travaillée. Aujourd'hui, la mode va à la largeur, donc là, on n'est plus sur la hauteur, mais on est sur la largeur de la jante, externe ou interne, qui va faire qu'on va avoir un meilleur appui sur le sol et donc des fois une prise au vent moindre Mmh. qu'une roue qui sera moins haute, mais plus fine, un peu à l'ancienne. Et là, du coup, tu seras plus sensible aux rafales latérales. Ok, très intéressant. Euh, Après cette partie-là, on va parler des pneumatiques, de ce qu'on met dessus, Oui. du tubeless, des chambres à air, des boyaux. Est-ce que tu peux nous aiguiller un peu là-dessus sur ce qui se fait le plus aujourd'hui, sur les choix à faire selon ses priorités? Alors, on va repérer 3-4 familles. Les boyaux, je mets ça un peu de côté parce que ça reste souvent pour les puristes, les triathlètes qui viennent plutôt du monde du vélo. On en voit de moins en moins aujourd'hui, même dans le monde World Tour, même chez les pros, le boyau n'est quasiment plus utilisé. Le combo pneu-chambre à air, Mmh. qui lui a encore sa place, qui a l'avantage, notamment si vous avez des roues patins, d'être à coup sûr compatible avec la plupart des roues patins, euh, compatible avec la plupart des roues disques du marché, sans prise de tête de gérer ou non le tubeless. Mmh. Par contre, il faut prendre en compte que si vous crevez le jour de l'épreuve, euh, bien le temps de réparer, de changer la chambre à air, d'emmener une chambre à air, etc., c'est un certain temps Ouais. qui peut être là. Dernière typologie, c'est le tubeless. Donc là, on va repérer deux choses, tubeless et tubeless ready.
Tubeless ready, c'est les montages qui ne nécessitent même pas de mettre de liquide préventif dans la jante, contrairement au tubeless classique. En réalité, dans les 2 cas, je vous conseille de mettre du liquide préventif. Mmh. En fait, tubeless ready, c'est-à-dire que tout le combo jante-pneu est forcément étanche de Ouais. base. Là où tubeless classique, c'est pas forcément étanche et ça sera grâce au liquide que l'ensemble sera rendu étanche. Dans les 2 cas, je vous conseille de mettre du liquide. Donc, comment fonctionne le tubeless? Vous n'avez plus de chambre à air. C'est un pneu spécifique compatible tubeless avec une jante qui elle-même est compatible tubeless. Généralement, il y a un fond de jante, comme sur un ensemble patin chambre à air Chambre à pneu, air. sauf que c'est un fond de jante spécifique, plus épais, spécifique Mmh. tubeless, qui va vous garantir l'étanchéité par rapport aux têtes de rayon. Ouais. Chez certaines marques, comme chez certains modèles de chez Mavic, il n'y a même pas besoin de fond de jante puisqu'en fait, la jante est pleine à l'intérieur, il n'y a plus l'accès aux rayons. D'accord. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de fond de jante. Vous avez votre pneu, vous avez votre liquide d'un côté et c'est cet ensemble qui va vous fournir l'étanchéité. L'avantage principal du tubeless, c'est le confort apporté et la possibilité d'utiliser des basses pressions. Ouais. Puisqu'on n'a plus besoin de mettre une forte pression pour ne pas pincer la chambre à air, bon, même si en route, il y a quand même une certaine pression avec le tubeless, mais globalement, aujourd'hui, une roue tubeless va se gonfler entre 4 et 6 bars selon les sections sur la route. Ouais. Là où il y a encore 7-8 ans, on gonflait des roues, des pneus à chambre à air à 7 voire 8 bars selon le poids du pilote. Et en fait, on a remarqué que moins de pression, des sections plus larges, plus de confort et un rendement qui n'était pas moins bon, voire même meilleur sur la partie vélo. Qui dit tubeless dit généralement aujourd'hui augmentation de la section du pneu aussi, Ouais. puisque les jantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont devenues plus larges. Donc aujourd'hui, il est commun d'avoir à minima du 25 et franchement, je pense que le 25 va être voué à disparaître dans les parcs à vélo d'ici quelques années. La norme aujourd'hui, c'est le 28 et c'est pas du tout déconnant d'utiliser du 30 si votre cadre peut accepter une telle section, voire même pour des parcours un peu accidentés, Ironman, etc., du 32. OK. Moi, je tiens à rappeler que Pogacar a gagné son dernier Tour de France sur des sections en 32. Ouais. Donc, C'est que niveau performance, voilà, il y ça a plus été rien à prouver. étudié, il y a plus rien C'est à prouver. ça. Donc, bien sûr, à chaque fois, ça va dépendre de votre combo jante-pneu, puisqu'il y a la section réelle du pneu, puis la section mesurée une fois Ouais. sur la jante, qui est aussi à prendre en compte. OK. Là-dessus, est-ce que le passage en tubeless, vu les qualités qu'on lui prête, est un choix logique et confortable pour les triathlètes? Oui, j'ai pas évoqué ce dernier point, mais beaucoup ont l'image du tubeless avec le liquide qui nous a giclé partout sur les jambes et sur le cadre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si ça a giclé comme ça, c'est qu'on a un gros trou dans le pneu et que si on était en chambre à air, on ne pourrait même pas rentrer à la maison parce que si on mettait une nouvelle chambre à air, le pneu serait mort. Et mort, donc de toute façon, il n'y avait pas de plan B. En tubeless, 2 solutions si vous avez une crevaison. Si c'est une petite crevaison et vous avez perdu un petit peu de liquide, soit le liquide a suffisamment eu le temps de reboucher le trou. Donc parfois, à vitesse élevée, quand on roule à 32-35 km/h, on met tellement de vitesse que le trou n'arrive pas à reboucher. Donc ça vaut le coup de s'arrêter quelques minutes, de faire tourner la roue tranquillement. Mmh. Et là, si le liquide tubeless est efficace, il pourra reboucher le petit trou. Ouais. Si le trou est plus important, on peut faire ce qu'on appelle mécher. Donc c'est Mmh. ajouter une mèche, à l'instar de ce qu'on peut faire sur un pneu de voiture. Ouais. Et l'avantage quand même du tubeless en triathlon, je trouve, c'est que les petits trous vont être résorbés naturellement. Et donc, vous allez peut-être vous rendre compte qu'une fois que vous allez poser votre vélo, vous aurez perdu une barre de pression et que ça aura rebouché des trous naturellement. Là Ouais. où si vous aviez été en chambre à air, vous aurez été obligé de changer la chambre à air. OK. Donc Très pour bien. moi, c'est quand même un montage très intéressant pour le triathlon. OK, très bien. Donc ça, maintenant, il y a de plus en plus de roues qui sont compatibles tubeless. Ça vaut le coup de s'y intéresser, d'aller regarder votre modèle de roue et de voir si ça peut être un switch à faire pour s'assurer, un peu plus de Exactement. confort sans, avoir à rogner sur la performance. Exactement. C'est toujours un petit frein au début parce que l'apprentissage peut paraître rude, mais franchement, une fois qu'on a goûté au tubeless, bon, VTT gravel, c'est indispensable. Sur la route, ça peut encore se discuter puisque on crève quand même moins souvent sur Ouais. la route. C'est vrai, quand même quand on est en chambre à air, si on entretient bien notre pneu, si on met la bonne pression, il peut être assez rare de crever même en chambre à air. Mais le tubeless commence quand même à être aussi très intéressant OK. sur la route. Point suivant peut-être, mais alors là qui est plus tributaire du vélo, c'est la différence entre les roues à patins et les roues, à disque. Ça, de toute façon, le choix du vélo fait que, il vous sera imposé une catégorie ou une autre.
Mais il y a des différences à noter particulières entre le patin et le disque, une différence de performance de freinage, d'usure dont tu parlais tout à l'heure. Oui, il y a aussi un peu une différence de rigidité dans le sens où les roues patins ont quand même tendance à être un peu moins rigides, notamment sur le plan latéral, puisqu'on n'a pas d'axe traversant comme sur les roues à disque, mais plutôt un quick release. Donc quand même un axe sur les roues patins qui est un peu moins rigide que sur les roues disques. Une longévité aussi moindre, puisque une bande de freinage, ça s'use, là où sur une roue à disque, bah, c'est le disque qui est la pièce d'usure, donc pas de souci là-dessus. Et il y a aussi la fameuse question du freinage sur une jambe carbone, Ouais. patin sous la pluie. C'est vrai que le freinage est moins bon, il y a moyen de l'améliorer en fonction de la qualité de la jante et de la qualité du patin choisi. Mhm. Et c'est vrai que globalement, si vous envisagez l'achat d'un vélo aujourd'hui et que vous hésitez encore entre un modèle patin ou disque et que vos objectifs sont des triathlons en haute montagne où il y aura des longues descentes de col, je vous conseille quand même un achat d'un vélo à disque, puisque même si le disque peut chauffer, aujourd'hui la technologie disque est bien éprouvée et en descente de col, ça pourra vous apporter un peu plus de sécurité et une meilleure sensation au freinage, surtout cible. Ok. Peut-être dernier conseil pratique pour les gens qui nous écoutent là, peut-être par tranche de budget. Oui. Par tranche de budget, qu'est-ce que je choisis si j'ai moins de 500 € à mettre dans ma prochaine paire de roues? Si vous avez moins de 500 € à mettre et que donc actuellement ça sous-entend que vous avez des roues vraiment d'entrée de gamme, choisissez un modèle fiable, robuste, qui va peut-être pas vous apporter énormément de rendement en plus, d'amélioration sur ce plan-là, mais qui va vous apporter une meilleure fiabilité et une roue qui sera plus fiable sur le long terme. Ok. Ça, c'est important. Et qui pourra aussi alléger la masse de peut-être entre 100 et 300 grammes, puisque aujourd'hui, c'est commun d'avoir sur un vélo en première monte, un vélo d'entrée de gamme, des roues des fois qui pèsent 2 kg, 2,2 kg, l'ensemble roue arrière, roue avant. Et avec une paire à 500 € en roue alu, on peut être à 1700, 1800, 1900 grammes. Donc déjà, on a gagné 400 grammes, donc ça peut Ouais. être intéressant. Ok. Si je passe dans la catégorie du dessus, j'ai entre 500 et 1000 € à mettre dans une paire de roues. On commence à arriver sur un budget quand même important. C'est là que la frontière se fait entre du bon alu et du carbone d'entrée de gamme. Voilà, en tout cas, dans l'univers du disque, c'est là où peut être tenté de faire un achat d'occasion pour avoir un modèle carbone qui valait plus. Mais globalement, si vous recherchez vraiment à apporter de la rigidité à votre vélo et à votre ensemble, une paire en aluminium haut de gamme sera plus intéressante. Si à contrario, vous cherchez à améliorer un peu plus, à apporter un peu plus de confort à votre vélo avec un profil de 30, 35, bah, certaines roues carbone entrée de gamme, si elles sont bien travaillées, seront intéressantes. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, que ce soit pour des cadres ou des roues, la technologie du carbone sur des budgets réduits, eh bien, va souvent être orientée confort, endurance sur les premières tranches de budget. Là où ce sera plutôt orienté sportivité, compétition sur des budgets plus élevés. Et c'est pareil que ce soit un cadre ou une paire de roues. Très bien. Si je passe au budget suivant, j'ai entre 1000 et 2000 €. Là, j'accède à des modèles un peu plus premium, un peu plus haut de Oui. gamme. Comment je fais mon choix là-dedans? Pour moi, c'est la tranche à cibler si vous souhaitez vraiment sentir une différence. Je suis pas, il y a des très bonnes roues à 3000, 4000, 5000 €. Si vous avez les moyens, tant mieux, allez-y, foncez. Il y a des belles choses à découvrir. Mais il y aura un moins grand écart entre des roues à 4000 et des roues à 2000 si on parle de deux très bonnes paires de roues. Là où vous aurez je l'espère pour vous, mais une grande différence en termes de sensation et de ressenti entre une paire à 400, 500 € et une paire à 1500. Ça, c'est clair. Ensuite, on va regarder des points qu'on n'a pas encore trop abordés, mais la qualité du moyeu. Ça, c'est important. Donc, souvent, beaucoup de marques font confiance à des moyeux d'une marque tierce, par exemple des moyeux DT Suisse. Donc, renseignez-vous sur la fiabilité et la qualité du moyeu, l'entretien, quel entretien il nécessite. Ensuite, on va regarder des choses comme les rayons, des rayons en inox, des rayons plats, des rayons profilés, des rayons ronds, des rayons en carbone. Les rayons en carbone sont une tendance aujourd'hui qu'on va retrouver sur des roues souvent entre 1500 et 2000 € qui vont apporter plus de rigidité, donc un peu moins de confort. Ensuite, on va avoir la question des roulements céramiques, quelque chose qui est un petit peu la mode aujourd'hui. C'est pas quelque chose que je vais vous conseiller en toute franchise. J'ai eu l'effet waouh des roulements céramiques sur mes premiers tours de roue sur certains modèles, mais au final, le gain est marginal. L'entretien est plus important, puisqu'en plus, on doit souvent mettre les roulements céramiques spécifiques au modèle de la roue. L'entretien doit être fait tous les 4 000 à 5 000 km.
c'est plus compliqué, plus cher. C'est pas quelque chose que je vous conseille dans cette tranche de prix, en tout cas. Ok. Donc, et après, tu nous l'as dit, si on part au-dessus, finalement, le gain est marginal. On y va pour se faire plaisir quand on passe au-dessus des C'est 2000 ça, pour avoir euros. des belles marques comme Lightway, Princeton, des marques qui nous ont fait rêver quand on était petits, des beaux modèles. Faites-le pour vous faire plaisir, pour avoir un beau setup. Bien sûr, elles seront peut-être plus performantes que certains modèles à 1200, 1500 et heureusement d'un côté, mais la différence ne sera pas cruciale. Ok. Peut-être pour ouvrir la discussion, maintenant qu'on a fait le tour, je pense qu'on n'a pas oublié de point particulier. Non, ça me paraît relativement complet. Peut-être pour ouvrir la discussion, et vous nous direz si vous voulez qu'on en fasse une vidéo à part, le choix des pneus, ça Oui. peut être un choix aussi très important pour un budget moindre qui permet d'améliorer le confort ou le rendement du vélo, La sécurité. la sécurité. C'est un truc à pas négliger aussi. Tu peux nous dire 2-3 mots là-dessus? Ouais, c'est vrai, une bonne roue avec un mauvais pneu, vous allez un peu annihiler les effets de la roue et à l'inverse, une très bonne roue, une mauvaise roue avec un bon pneu peut peut-être un peu gommer les défauts de la roue. Mais globalement, on a vu tout à l'heure la section, Ouais. ciblée, donc je vous conseille, allez, entre 25 et 32 millimètres en fonction de la capacité que votre cadre peut prendre en termes de dégagement et de vos préférences. On a vu le type de montage, donc plutôt Ouais. chambre à air, plutôt tubeless. On met un peu de côté le boyau, non pas par ses qualités, mais plutôt parce qu'aujourd'hui c'est très spécifique et assez niché. Et après, il y a la qualité du pneu, la qualité de la marque en tant que telle. Ça, on va vraiment le voir, même sur des pneus route, des qualités de roulement qui vont être complètement différentes. Et aujourd'hui, alors c'est un peu fou de le dire, mais un bon pneu de vélo peut valoir aussi cher qu'un pneu de voiture, Ok. malheureusement. Mais globalement, il y a des valeurs sûres. Les pneus Continental Grand Prix 5000, des Pirelli, des Hutchinson. Voilà, il y a 3-4 valeurs sûres sur le marché qui ont été testées, approuvées par des centaines et des dizaines de milliers de triathlètes. Donc autant vous tourner, mais peut-être 15-20 euros plus cher sur ce type de pneus, mais qui vont vous apporter une bonne accroche, ce qui peut être important en triathlon, une bonne durabilité, sans négliger le rendement. Et c'est ce que je privilégie aujourd'hui. On peut avoir des pneus vraiment orientés très, très compétition, donc avec un excellent rendement, mais qui vont être un peu plus fragiles, un peu plus sensibles à la crevaison, avec une accroche un peu moins bonne sur route mouillée. Un pneu qui sera moins intéressant à prendre sur les sorties de tous les jours à l'entraînement, versus à côté des pneus peut-être un tout petit peu moins performants, mais qui auront une meilleure note sur les autres critères et qui seront des pneus que vous pourrez utiliser à l'année qui apportent vos objectifs. Ok, bon, super. On a terminé le point sur les pneus. Si le sujet vous intéresse, laissez-nous un commentaire et puis on fera une vidéo dédiée sur le sujet. Écoute, super. On a plein de clés là pour choisir ces prochaines roues. Un mot de la fin. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué? Est-ce qu'il y a un dernier conseil? Si on devait retenir qu'un truc dans le choix de ces roues, ce serait quoi? Si on devrait retenir qu'un truc, c'est Wheel Carbon. C'est une belle technologie avec ça fait plaisir d'avoir de belles roues carbone, mais en fonction de votre budget, et ça vaut aussi pour un cadre, mieux vaut un bon équipement en aluminium qu'un mauvais en carbone. Que ce soit un cadre de vélo, une paire de roues. Voilà. Ok, bon, on termine là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un petit like avant de partir. Abonnez-vous si vous voulez les prochaines vidéos sur les sujets du matériel, mais aussi du triathlon en général. Et puis, surtout, dites-nous en commentaire quelle roue vous avez choisi, sur quoi vous roulez, ou si vous avez d'autres questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao! À bientôt!